Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette salle de conférence du château de Blois pour la conférence de François Jarige, que je vais brièvement présenter au nom du Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, puisque François Jarige est donc l'invité du Conseil scientifique pour une grande conférence. On peut dire de François Jarige, au fond, ce que Jacques Chirac disait d'Alain Juppé, qu'il est le meilleur d'entre nous. Alors, la ressemblance avec Alain Juppé n'est pas immédiate, à tous égards, ni physique, ni éthique, ni éthologique même, mais pourtant, il y a de ça. Les éditeurs, les universitaires ont coutume de constater depuis une bonne dizaine d'années maintenant qu'il y a une génération d'historiens, on va dire trentenaires, quadragénaires, qui est particulièrement remarquable, et ça vaut d'abord et avant tout pour les 19e-istes, je trouve. Ce sont les 19e-istes qui sont très largement les meilleurs dans ce qui, mais c'est vrai, dans ce qui se fait en France aujourd'hui. Je pense à Quentin de Luermoz, je pense à Pierre Saint-Garavelou, à Arnaud Hout, à Emmanuel Furex, à Bertrand Goujon, à Charles-François Matisse. Ces amis, enseignants-chercheurs, dont les travaux sont stupéfiants d'intelligence, je crois qu'on peut le dire, et qui nous redonnent envie de faire l'histoire. Eh bien, c'est d'autant plus le cas avec les travaux de François Jarige, que l'on pourrait résumer à une histoire totalement repensée de l'économie et de l'homme dans son rapport à l'environnement et à la production. Lorsque l'on veut aborder l'œuvre de François Jarige, on peut l'apprendre par le versant thétique, par la thèse donc, une thèse rédigée sous la direction de Christophe Charles à Paris 1, après que François a passé et réussi l'agrégation d'histoire, une thèse sur les briseurs de machines, sur ces résistants au nouvel ordre mécanique productiviste qui s'est installé en Angleterre et puis en Europe de l'Ouest dans la première moitié du 19e siècle. Ces gens que l'on avait considérés comme d'incurables réactionnaires ou d'incurables arriérés qui, en fait, portaient une vision du monde et une vision de la production différente. Et sur la lancée de cette thèse, François Jarige s'est appliqué à essayer de détéologiser, je vais y arriver, le 19e siècle, l'histoire du 19e siècle, parce que lorsqu'on fait de l'histoire des techniques, lorsqu'on fait l'histoire de la production, de l'histoire économique, tout est très téléologique, tout est très finaliste, puisque de la même manière que les siècles marchèrent de la Gaule à la France, selon Michelet, eh bien là, les décennies ont marché de l'hydraulique jusqu'au pétrole. Bon. Eh bien, les travaux actuels de François Jarige, pour lesquels d'ailleurs il est détaché à l'Institut universitaire de France, portent précisément sur les alternatives énergétiques au XIXe siècle, notamment sur le moteur animal et son usage au XIXe siècle. Une étude qui nous permet justement de définaliser cette histoire des énergies et qui, vous le voyez, vous le comprenez déjà et vous allez surtout l'entendre et le lire, eh bien, sont d'une actualité tout à fait prégnante aujourd'hui, à l'heure où on parle de transition énergétique. Voilà. Merci François et bonne conférence. Merci beaucoup Johan. C'était très très excessif, comme souvent avec Johan Chapoutot, hein, mais c'est gentil. Il a cité la liste de ses amis, donc c'est surtout ça la raison des éloges de départ. Hein. Donc ça, évidemment, c'est ce que Johan a dit rajoute un tout petit peu de stress à l'orateur, parce qu'on est dans une salle assez impressionnante. Vous êtes très très nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde sur un sujet qui pouvait paraître un peu étrange. Donc je vais effectivement vous présenter un travail qui est en cours, qui est une enquête qui m'occupe et voire m'obsède depuis un certain nombre d'années. Donc c'est pas un travail complètement achevé, c'est pas un livre que je vous présente, c'est plutôt une enquête qui est encore un peu exploratoire, même si ça fait plusieurs années que j'y suis, et donc qui vise à essayer de repeupler les mondes du travail du 19e siècle de la présence animale, d'interroger les frontières entre le travail des humains et des non-humains, de questionner
plus généralement la contribution de cette énergie animale et des animaux au processus d'industrialisation qui souvent est présenté. L'industrialisation du 19e siècle est pensée comme un moment où la machine à vapeur et un certain nombre d'innovations techniques miraculeuses font disparaître un système ancien, fondé notamment sur le travail musculaire des hommes et des animaux. Or, en réalité, le 19e siècle a vu l'apogée du travail animal dans toute une série de secteurs d'activité, et c'est lui qui a aussi contribué à transformer la production. Alors, comme Johan l'a dit, le choix de ce thème est lié à plusieurs raisons. Aussi, lorsque le conseil scientifique m'a demandé de faire une intervention, une grande conférence, comme Johan a dit, donc une grande conférence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde et que la salle est un peu plus grande et que j'ai plus de temps pour parler que les autres. Donc j'ai voulu revenir sur ce sujet parce que pour plusieurs raisons. D'abord, pour la raison que je viens d'évoquer, parce que c'est une enquête en cours, et quand on est obsédé par une enquête, il est utile parfois d'essayer de la formaliser en la présentant aux autres. Ça aide soi-même à se mettre les idées plus au clair ou à repérer des failles, voir s'il y a des gens scandalisés dans la salle, de comprendre les réactions. Mais il y a d'autres raisons un peu plus fondamentales peut-être que celle-là uniquement psy. C'est que la question évidemment de la présence animale dans nos sociétés est devenue un enjeu d'actualité majeur, l'objet d'un débat politique extrêmement vif, polarisé, et sur la souffrance animale, sur l'exploitation des animaux. Et on est dans une situation paradoxale où notre monde continue de reposer massivement sur la ressource animale et sur les animaux, via l'élevage notamment. Le XXe siècle a vu une transformation complète du statut des animaux dans nos sociétés et une transformation complète du travail animal, puisqu'aujourd'hui, on va dire que le travail animal est devenu totalement résiduel, en tout cas dans le monde occidental, même s'il reste une réalité dans d'autres sociétés. En revanche, les animaux travaillés sont une ressource fondamentale de notre monde, c'est-à-dire les animaux travaillés dans des élevages concentrés pour obtenir de la viande, mais aussi toute une série de produits pour fabriquer des cuirs et d'autres substances. Donc la question, évidemment, elle est au cœur de l'actualité politique et sociale. La question est également au cœur des enjeux historiographiques contemporains. Et donc, évidemment, je suis pas le premier à m'intéresser aux animaux et à l'histoire des animaux. Il y avait une table ronde sur le sujet hier avec l'un des meilleurs spécialistes de la question, qui est Éric Baratet, sur des périodes plus anciennes. Et souvent, quand on parle du travail animal, évidemment, on renvoie à des sociétés anciennes. Et ce que j'aimerais montrer, c'est comment justement, ce travail animal n'est pas un reliquat du passé, mais une réalité extrêmement présente dans le 19e siècle industriel, qui n'est pas seulement celui du charbon, mais qui est tout autant celui de la mise au travail des animaux. De même qu'on a mis au travail les humains de façon inédite, on a mis les animaux au travail de façon également totalement inédite. Donc depuis une vingtaine, trentaine d'années, la question des animaux est rentrée de plein pied dans la préoccupation des historiens. Je vous ai juste mis là quelques références qui me paraissent particulièrement intéressantes, parmi beaucoup d'autres possibles. Donc le livre d'une historienne américaine très intéressant sur les chevaux au travail aux États-Unis, notamment au 19e siècle, où elle montre l'importance fondamentale des chevaux dans la construction de la nation et de la société américaine. Le livre, la synthèse d'Éric Baratet, très importante aussi, Bête de somme, qui est l'une des premières synthèses, une tentative de synthèse sur la question du travail animal et du statut des animaux de travail depuis le XVIIIe siècle. Et puis le livre, évidemment, de Daniel Roche, qui a consacré les dernières années de son enseignement au Collège de France à l'histoire de la culture équestre en Occident, à l'histoire d'une sorte de relecture de l'Occident au prisme de ce qu'il appelle la culture équestre et de la présence des chevaux qu'il a essayé de resituer dans les sphères savantes, dans toute une série d'espaces sociaux. Et alors, donc il y a aussi évidemment une actualité historiographique assez vive de ces sujets. Et plus généralement, et ça rejoint ce que Johan disait, la quatrième raison qui m'ont amené à proposer ce sujet et à m'intéresser à cette question, c'est plus en lien avec les débats sur peut-être la transition énergétique, les enjeux énergétiques, ce qu'on appelle la transition énergétique, puisqu'il faut sortir des énergies fossiles, donc trouver un nouveau mix énergétique pour le futur. Et les débats sur la transition énergétique actuelle sont remplis de discussions historiques et de récits historiques de ce qu'ont été les soi-disant transitions passées. Et beaucoup d'historiens, je ne suis pas le seul, considèrent que ces récits historiques dans l'arène publique pour justifier les choix politiques du présent simplifient, invisibilisent et caricaturent un peu les récits historiques et la vision
qu'on a du passé, comme si finalement il fallait engager une transition énergétique aujourd'hui, comme les sociétés passées avaient elles-mêmes fait leur propre transition énergétique, avec le passage justement de l'énergie organique à l'énergie aux sources d'énergie fossile, le passage du charbon qui aurait été remplacé par le pétrole, puis le pétrole qui aurait été remplacé par l'électrification, le nucléaire, et puis aujourd'hui il faudrait passer à un autre système. Donc cette histoire de l'énergie, elle est toujours polarisée par des techniques un peu miraculeuses qui résolvent les problèmes des systèmes techniques précédents. Or, l'histoire contemporaine n'est pas du tout une histoire de transition, hein, mais comme Jean-Baptiste Fressoz et d'autres historiens qui s'intéressent à ces questions le disent, c'est une histoire d'addition. Il faut toujours le rappeler. On n'a jamais autant utilisé de charbon, de pétrole. C'est-à-dire que chaque nouvelle source d'énergie, en fait, s'additionne aux précédentes plus qu'elle ne remplace. C'est d'ailleurs l'une des sources des problèmes actuels qu'on rencontre lorsqu'on réfléchit à ces sujets. Mais le temps passe très vite. Donc mon projet consiste justement à explorer le mix énergétique du 19e siècle en repositionnant un certain nombre d'acteurs oubliés dans les mondes du travail du 19e siècle. Et ces acteurs, ce sont les acteurs animaux. Donc la question que je pose comme titre de la conférence, les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres, est aussi une référence à des débats qui ont lieu au début du 19e siècle, au début du processus d'industrialisation. Les ingénieurs, les économistes qui commencent à réfléchir au système productif et à réfléchir aux moyens d'accroître la production et de rendre possible une croissance économique nouvelle, continue, accélérée. Ces ingénieurs réfléchissent beaucoup à la question des moteurs, hein, qui devient une obsession, puisque c'est les moteurs qui doivent permettre ce changement de système productif et cet accroissement de la production. Et les ingénieurs du début du XIXe siècle distinguent généralement les moteurs qu'ils appellent animés des moteurs inanimés. Dans la première catégorie des moteurs animés, en fait, ils mettent tous les êtres vivants et toutes les formes de mobilisation de force musculaire et mettent notamment les ouvriers humains, les esclaves des colonies et les animaux de travail dans une même catégorie englobante. Donc pour cette pensée d'ingénieur et cette réflexion de l'économie politique du début du 19e siècle qui met en place le projet industrialiste d'accroissement de la production, les animaux, d'une certaine manière, sont des travailleurs comme les autres. Ils sont des producteurs qui permettent d'obtenir de la force mécanique pour faire fonctionner les nouveaux ateliers, pour faire fonctionner les nouvelles mécaniques. Et ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que dans les débuts de l'industrialisation, les animaux de travail ont un statut assez proche de celui des humains pour l'accroissement de la production, et c'est ce que je vais essayer, c'est le point sur lequel je vais essayer de revenir. Donc dans cette conférence, je ne vais pas aborder tous les enjeux, tous les aspects du travail animal, mais me focaliser sur une partie de ce travail. C'est pour ça que l'intitulé de la conférence, c'est la question des manèges. Pardon. Ah, ça commence bien. Non, on ne veut pas revenir en arrière, en fait. Si. Donc les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres? Les manèges et le travail des bêtes à l'ère industrielle. En fait, je vais vous présenter et m'intéresser à un système technique qui permet justement de mettre les animaux au travail pour produire un mouvement mécanique. C'est ce qu'on appelle au début du 19e siècle des manèges. Donc, les manèges ont trois significations. Au début du 19e siècle, le manège, ça désigne le bâtiment où on entraîne les chevaux pour l'art équestre. Donc ça renvoie au bâtiment dans le monde de l'équitation. C'est l'endroit où les animaux sont entraînés. Le manège renvoie deuxièmement à un appareil technique, un système mécanique permettant d'utiliser la traction animale pour produire un mouvement mécanique. Et donc là, vous avez une représentation typique d'un manège, d'un petit moulin à manège mis au point par un fabricant à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1793, pour broyer un minerai, le minium, dans l'industrie chimique naissante. Et donc il dépose un brevet pour obtenir la reconnaissance de cette innovation qui, en fait, c'est une technologie assez traditionnelle qui existe depuis longtemps, mais qui va être modernisée et appliquée à toute une série de secteurs d'activité nouveaux pour produire de la force à la place de l'énergie à vapeur. En fait, ce que j'aimerais essayer de creuser, c'est aller à contre-courant du récit qui identifie l'industrialisation avec la machine à vapeur, en montrant qu'en fait, la machine à vapeur, pendant une grande partie du 19e siècle, au moins jusque dans les années 1860, est une exception qui fonctionne en fait très mal, qui ne concerne que certains secteurs très particuliers, et la plupart des acteurs en fait cherchent des alternatives
à la machine à vapeur, parce que utiliser une machine à vapeur, c'est s'en remettre à des compétences techniques extérieures, c'est des investissements et des coûts assez élevés, dont la plupart des producteurs n'ont pas les moyens. Et c'est aussi se priver justement d'un certain nombre de savoir-faire. Et donc tous ces acteurs vont utiliser toutes les sources d'énergie qu'ils peuvent pour accompagner l'essor de la production, et notamment évidemment l'énergie hydraulique. Beaucoup de travaux ont montré à quel point l'industrialisation du 19e siècle était très dépendante et très liée à l'énergie hydraulique qui se modernise, s'intensifie et se transforme au 19e siècle. Et en fait, il se passe exactement la même chose avec le travail animal, qui, loin d'être une sorte de technologie primitive, traditionnelle, en fait, est une technologie moderne qui va être adaptée pour réaliser toute une série de tâches et d'activités productives. Et donc, c'est ce travail ouvrier, ce travail des animaux prolétaires qui sera au cœur de ma réflexion. Évidemment, au 19e siècle, l'essentiel du travail animal concerne deux champs principaux. D'abord, la question du transport. Donc l'histoire du travail des animaux, c'est d'abord l'histoire des mobilités et l'intensification des mobilités au 19e siècle. Et on sait, par exemple, que l'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle n'a pas du tout supplanté le transport équestre, le transport hippomobile et le transport animal. Au contraire, l'accélération des mobilités permis par le chemin de fer sur les grandes distances a intensifié toutes les mobilités intermédiaires à un échelon plus local. Et on n'a jamais autant utilisé les animaux pour le transport de marchandises ou le transport des populations que dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le transport hippomobile devient quelque chose de massif. Il y a 500 000 chevaux à Londres en 1905 pour le transport urbain, dans un contexte où il y a une très forte demande de mobilité avec la croissance urbaine. De même, au XIXe siècle, on va inventer de nouvelles formes de mobilité animale ou de nouvelles formes de traction animale. Par exemple, j'ai pas le temps d'en parler, mais on aurait pu faire une conférence entière sur la question de la traction canine, et l'invention de systèmes de transport pour les classes populaires, pour les plus modestes, via des petites charrettes à chiens. Peugeot, avant de fabriquer des automobiles, fabriquait des charrettes à chiens qui étaient commercialisées et qu'on trouve dans toute une série de régions, donc pour les livraisons locales. Ça se développe surtout après 1860, et l'apogée sans doute, c'est au début du XXe siècle, où ça devient une pratique populaire très répandue dans de nombreux départements. L'autre, évidemment, utilisation massive du travail animal, sous forme d'une traction directe pour tirer des charrettes, des charges, c'est évidemment dans le secteur agricole, où le nombre d'animaux dans l'agriculture n'a jamais été aussi important qu'au début du XXe siècle, comme j'y reviendrai, la question évidemment le travail animal a été essentielle dans les premières formes de mécanisation des activités agricoles, d'accroissement du travail pour tirer la charrue, etc. Donc évidemment, le secteur des transports et le secteur de l'agriculture sont deux territoires où sur lesquels se sont focalisés le regard des historiens sur le travail des animaux, d'autant plus que, notamment la question du transport, était visible. Les animaux utilisés pour le transport étaient dans l'espace public. La première loi visant à réprimer le mauvais traitement aux animaux en 1850 portait spécifiquement sur les animaux dans l'espace public, pas dans l'espace privé du domicile ou dans l'espace privé de l'atelier et de l'usine. C'est la fameuse loi Grammont de 1850 qui criminalise les mauvais traitements aux animaux, qui a suscité tout un débat dans l'historiographie. Et cette loi s'appliquait en fait portait essentiellement contre les cochers qui maltraitaient leurs chevaux dans la ville, avec l'idée en 1850 que ce spectacle de la violence contre les animaux risquait d'accroître la violence des humains, risquait de contribuer. On est en 1850, 2 ans après la révolution de février 48, les journées de juin 48. Le peuple et les soulèvements populaires inquiètent, et il s'agit de moraliser le peuple en supprimant de l'espace public toutes les formes de violence qui pouvaient s'y manifester. Mais il existe un autre type de travail des animaux, moins visible, qui a été même, on pourrait dire, totalement invisibilisé par les contemporains,
et par les historiens aussi après eux, c'est ce travail des animaux prolétaires attachés à des roues pour faire fonctionner toute une série de mécaniques dans divers secteurs d'activité. Ce travail a été invisibilisé, on peut dire, d'abord parce que c'est un travail qui s'inscrit dans l'espace privé, dans les ateliers, dans les bâtiments, des fermes, des filateurs textiles, de toute une série de secteurs sur lesquels je vais revenir. Et donc évidemment, ils sont moins visibles dans les paysages, moins spectaculaires. Par ailleurs, ces équipements sont des équipements modestes. Ce sont des systèmes techniques souvent fabriqués localement ou par des forgerons, des charrons, des menuisiers, qui s'inscrivent pas encore totalement ou qui vont s'inscrire progressivement, mais pas au même titre évidemment que des machines à vapeur ou que des systèmes hydrauliques complexes, dans des logiques de marchandisation, avec des constructeurs qui vont se spécialiser dans ce type de fabrication. Et ces techniques et ces pratiques de travail des animaux est aussi invisibilisée par l'imaginaire industrialiste du 19e siècle et l'imaginaire progressiste qui construit l'histoire justement comme une suite d'innovations révolutionnaires. Or, au siècle du charbon, de la machine à vapeur, du progrès technique et du grand machinisme, ces manèges de chevaux apparaissent comme une sorte de reliquat traditionnel, comme une sorte de technique primitive qui témoigne plutôt d'une routine, d'une ignorance de ceux qui l'emploient, comme s'il s'agissait d'une technique en fait qui était déjà morte alors même que l'industrialisation commence. Alors qu'en fait, ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est qu'en fait cette technologie va s'intensifier avec l'industrialisation, et c'est l'industrialisation qui va largement mettre les chevaux au travail. Alors pour dire les choses très simplement, un manège. Et puis j'ai oublié de dire, il y a une troisième définition du manège, c'est la distraction pour les enfants. Les enfants se mettent sur des petits chevaux de bois qui tournent autour d'un axe. Or, ce terme, la pratique des manèges enfantins, apparaît à la fin du 19e siècle. Et c'est justement au moment où les manèges de chevaux utilisés dans les ateliers industriels tendent à disparaître, ou ont disparu en tout cas du monde industriel, que les manèges sont réinventés en quelque sorte comme une distraction. Avec évidemment les manèges, il y a une sorte de similarité dans les mouvements. Les chevaux tournent pour la distraction des enfants, alors au cours du 19e siècle, ils tournaient pour produire, pour accompagner le labeur des hommes. Donc ça, c'est la définition qu'un ingénieur, un ingénieur célèbre du milieu du 19e siècle, Armango, donne du manège dans une publication de 1863 sous le Second Empire. Au moment où le charbon commence à triompher et à polariser tous les regards, il désigne le manège ainsi. C'est un mécanisme d'un emploi ancien à l'aide duquel on utilise la puissance d'un moteur animé, cheval, bœuf ou âne, qui agit en se déplaçant lui-même et en effectuant sur un plan horizontal un chemin circulaire continu. Donc l'animal tourne autour de l'axe pour faire fonctionner tout un système d'engrenage, pour donner le mouvement à différents types de machines. Un manège est donc un réceptacle de force disponible, comme celle développée par une chute d'eau sur une roue hydraulique. Donc c'est le même principe qu'une chute d'eau, mais le mouvement n'est pas donné par le courant ou par l'eau qui tombe, mais par le mouvement circulaire de l'animal. Ce principe admis, ajoute Armango, les manèges ont présenté et présentent encore la plus grande variété dans leur disposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'un grand ingénieur, spécialiste de la vapeur et de l'hydraulique en 1863, explique encore que le manège présente encore une très grande diversité de formes et de variétés. Et dans son esprit, c'est évident que c'est encore une technologie qui est disponible et qui est tout à fait présente dans la société. Alors, donc j'aimerais montrer, à travers un certain nombre d'exemples, revenir sur justement ce type de travail des animaux qui est le plus proche sans doute de celui des humains. Puisque ces chevaux, ces bœufs, ces chiens aussi mis au manège sont souvent des acteurs qui remplacent des humains ou qui sont utilisés en lien avec les humains. C'est-à-dire qu'il y a aussi des convertisseurs visant à améliorer le travail humain. Il y aurait toute une histoire à faire de la manivelle comme outil fondamental de la révolution industrielle. Comment produire un mouvement mécanique avec un mouvement circulaire du bras pour actionner une machine. La manivelle n'est pas du tout une technologie traditionnelle. C'est une technologie qui se développe au 19e siècle. Et il y a des manivelles partout au 19e siècle parce qu'en fait, l'énergie organique et musculaire reste fondamentale dans la plupart des activités productives. Alors pour commencer, ça fait déjà 25 minutes que j'y suis, mais pour rentrer plus directement dans le vif du sujet, j'aimerais repartir d'une anecdote assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte, si ça marche bien ici. Le moment fondateur de la société industrielle et de
l'émergence du monde industriel contemporain, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Vous savez tous ce que ça veut dire l'Anthropocène, sans doute. Le moment fondateur de l'Anthropocène, de l'entrée dans un nouvel âge industriel qui est aussi un nouvel âge géologique qui modifie fondamentalement notre rapport au monde, est souvent daté des années 1780, lorsque James Watt met au point sa machine à vapeur miraculeuse qui est censée ouvrir une nouvelle trajectoire technologique. Or, comment s'opère la première utilisation des machines à vapeur par James Watt ? Via justement une compétition organisée avec un manège de cheval dans une grande brasserie artisanale de Londres en 1784. James Watt, donc, qui s'est associé avec un fabricant de machines-outils pour commercialiser ces machines à vapeur, s'engage dans toute une série d'opérations publicitaires pour justifier l'utilité, l'intérêt, la pertinence de sa nouvelle machine auprès d'acteurs économiques, de producteurs qui sont très sceptiques et qui ne voient pas vraiment l'utilité d'employer une machine qui, par ailleurs, est très peu productive à l'époque, a des rendements minables, et donc nécessite énormément de charbon pour fonctionner, donc sa rentabilité est très contestée aussi. Et donc pour prouver aux artisans londoniens que sa machine à vapeur peut permettre d'actionner toute une série de moulins, de machines dans différents secteurs, puisque la machine à vapeur, dans un premier temps, n'avait qu'une utilité. Elle était utilisée dans les bassins miniers, au-dessus des puits de mines, pour pomper l'eau souterraine afin de permettre la poursuite de l'extraction, puisque le gros problème de l'industrie minière, ce qui bloquait l'expansion de l'extractivisme, c'était que dès qu'on commençait à creuser, les galeries souterraines se remplissaient d'eau et il fallait trouver un moyen pour pomper l'eau de façon plus importante. Donc, traditionnellement, on utilisait des manèges de chevaux pour pomper l'eau, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus qu'à 100 mètres, 150 mètres de profondeur. Et donc, James Watt les premières machines à vapeur au 19e siècle vont d'abord les machines de Newcomen et puis les machines de Watt vont d'abord être utilisées, en fait, pour accélérer les opérations de pompage. Et d'ailleurs, les premières machines à vapeur installées à la fin du XVIIIe siècle sont des pompes, afin de remplir des réservoirs pour approvisionner la population ou pour extraire l'eau souterraine des galeries de mines. Et donc, dans les années 1780, James Watt, c'est ça le moment de bascule, il veut inventer une machine à vapeur qui soit applicable à d'autres types d'activités et qui puisse devenir une sorte de moteur universel pour l'industrie. Or, il se heurte là, dans ce projet, à la présence justement des manèges de chevaux, qui sont le moteur souple, bon marché, le plus fréquemment utilisé dès qu'on a besoin d'un moteur non humain pour faire fonctionner différents petits moulins, dans des contextes où il n'y a pas d'hydraulique. Puisque c'est ça, en fait, la concurrence, c'est entre l'hydraulique, les moulins à vent, l'énergie animale via des manèges et les nouvelles machines à vapeur. Or, l'hydraulique, évidemment, c'est l'énergie principale, mais l'énergie hydraulique implique des sites, implique des installations assez complexes, n'est pas disponible partout et pour tout le monde. Donc, lorsque l'énergie hydraulique est trop complexe ou que les besoins du producteur ne nécessitent pas une telle quantité de tels investissements, le manège de cheval est un outil fréquent de mécanisation, et y compris dans les brasseries, où en fait, la plupart des brasseries londoniennes, alors la consommation de bière au XVIIIe siècle est très importante et Londres est la grande capitale de la production de bière. Il y a des brasseries qui sont des ateliers artisanaux de très très grande dimension. C'est des usines considérables à la fin du XVIIIe siècle, les brasseries. Et d'ailleurs, les brasseries sont aussi l'un des secteurs d'activité qui va faire le plus d'emploi du charbon, dans un premier temps, notamment pour chauffer l'orge, pour produire le malt, etc. Et donc, mais à côté de ce combustible du charbon pour chauffer, vous avez besoin de toute une série d'équipements, notamment pour pomper les liquides, les faire circuler dans l'atelier et pour broyer l'orge. Et donc là, pour ces opérations-là, on utilise généralement des manèges de chevaux. Là, vous avez une représentation d'un manège de cheval typique qu'on trouve dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est un manège de brasseur de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tel qu'on le trouvait dans les grandes brasseries. Ça, c'était une technique qu'on utilisait dans les grandes brasseries, donc dont la production était suffisamment importante pour qu'on ait besoin d'un moteur extérieur. Dans les plus petites brasseries, tout le travail était réalisé à la main, y compris le travail de broyage avec des petits moulins à main qui pouvaient exister. C'est très différent de la mouture et du broyage des céréales, puisque les céréales étaient un travail beaucoup plus continu. Donc il fallait une force continue, importante, de grande quantité. Et donc les moulins à farine étaient généralement installés le long de l'eau pour utiliser au maximum l'énergie hydraulique. Mais pour tous les petits moulins qui broyaient d'autres types de substances que les grains pour fabriquer de la farine et qui ne fonctionnaient pas toute l'année,
on utilisait très fréquemment des manèges. Par exemple, dans le secteur des huileries, pour broyer les olives, pour broyer les noix ou pour broyer tous les végétaux à partir desquels on faisait de l'huile, il y avait des manèges un peu partout. Parce que les manèges, c'était des activités qui fonctionnaient que quelques mois dans l'année. Et donc, ça aurait été trop coûteux d'installer de toute façon un moteur hydraulique ou d'envisager même d'installer des moteurs à vapeur. Le manège était la technologie idéale. D'autant plus que c'est une technologie flexible, parce que le cheval est mis au manège lorsqu'on a besoin d'une force mécanique pour produire ce type, pour transformer une matière. Mais le cheval peut être utilisé à plein d'autres choses. Le cheval est utilisé aussi pour le transport. Donc c'est le même animal qui pouvait être mis au manège. Et donc en fait, c'était beaucoup moins coûteux, puisque l'animal lui-même était un producteur et un travailleur flexible qui pouvait être appliqué à différentes tâches, à différentes activités. Et donc tout ça pour dire qu'en 1784, James Watt organise avec le propriétaire de l'une des principales brasseries londoniennes, James Watt organise un concours pour prouver la supériorité de sa machine. Donc il lance une sorte de défi à ce brasseur qui hésitait à investir dans sa machine à vapeur. Et pendant une journée, ils font fonctionner en parallèle un moulin fonctionnant avec une machine à vapeur et de l'autre côté un moulin avec un manège de cheval. Et au terme de cette épreuve, le rendement et la production réalisée par la machine à vapeur s'avère supérieur. Mais bon, c'est pas très étonnant d'une certaine manière. Et c'est justement, comme je le disais, l'enjeu c'est moins de savoir lequel des deux moteurs est efficace dans l'absolu ou à partir d'un calcul d'ingénieur que de savoir lequel type de moteur est le plus efficace en fonction des besoins et des conditions spécifiques de chaque producteur. Donc pour cette grande brasserie qui produisait une quantité de bière très importante, qui avait besoin évidemment d'un moteur qui fonctionnait une grande partie de l'année, la machine à vapeur pouvait être efficace. Et James Watt va utiliser cette expérience comme argument publicitaire, et on va trouver en Angleterre toute une série d'articles mettant en scène la victoire de la machine à vapeur comme le moment fondateur qui révèle le fait que le cheval est devenu un travailleur obsolète à l'ère de la machine à vapeur. Et donc, les producteurs doivent désormais abandonner cet outil, abandonner ce travailleur qui n'est plus compétitif, qui renvoie à un monde traditionnel et qui a disparu. Alors, ça, c'est le récit, évidemment, le récit que construit James Watt. Le problème, ou le paradoxe, c'est que si on se place 80 ans après ce moment fondateur de 1784, c'est-à-dire dans les années 1860, il existe encore un peu partout en Europe des manèges de chevaux dans les brasseries. Alors, les plus grosses brasseries dès le Second Empire ont commencé à installer des machines à vapeur pour faire fonctionner leurs moulins broyeurs et leur équipement, mais en réalité, il existe plus de manèges de chevaux, et notamment dans toutes les petites brasseries artisanales, et notamment dans toutes les brasseries de province disposant de moins de capitaux. Si on dépouille même, je ne vais pas passer toute la conférence sur les manèges des brasseurs, mais si on dépouille par exemple la presse professionnelle aussi tardivement que dans les années 1870, comme le journal des brasseurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions évidemment sur la mécanisation du travail, et les professionnels du secteur continuent de conseiller l'emploi de manèges ça dépend de la quantité de production, ça dépend des besoins spécifiques. Donc dans les années 1860, c'est-à-dire 80 ans après le moment où ce type d'acteur et ce type de technique a normalement été invalidé, 80 ans après, en fait, il y en a encore plus qu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que le nombre de brasseries a explosé parallèlement à la consommation de bière dans la première moitié du XIXe siècle. Et donc, il faut beaucoup plus de brasseries, et beaucoup de brasseries s'ouvrent un peu partout en France en utilisant fréquemment ce type de moteur comme moteur central de l'atelier. C'est surtout à partir après 1860, 1870 que le secteur de la brasserie va se concentrer, que tout le réseau des petites brasseries artisanales qui émaillaient le territoire sont remplacés par quelques grandes brasseries industrielles concentrées qui vont, elles, progressivement, dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, adopter un système énergétique fondé sur les énergies fossiles. Donc en fait, ces manèges-là, si on s'intéresse typiquement au secteur de la brasserie, les manèges ne sont pas une technologie périmée au XIXe siècle. Ils restent au contraire une technologie disponible. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une spécialisation en fonction des producteurs. Les plus gros, ceux qui disposent des capitaux les plus importants et qui sont les mieux connectés aux ingénieurs et qui ont les savoirs techniques susceptibles, commencent à adopter la vapeur. Tous les autres
vont installer des manèges de chevaux pour faire fonctionner leurs ateliers, et pour les raisons que j'évoquais, parce que c'est flexible, c'est plus facile à fabriquer, ça peut être réparé à très bon marché, les chevaux peuvent être utilisés pour d'autres tâches, pour le transport évidemment des marchandises en amont et en aval de la production. Or, ce phénomène qu'on trouve dans le monde, donc le cheval du brasseur, hein, est un des travailleurs majeurs des brasseries du 19e siècle. Or, ce phénomène qu'on observe dans le monde de la brasserie, dans ce petit secteur qui est assez important en réalité, mais qui, dans ce secteur d'activité en croissance au 19e siècle, en fait, on trouve la même chose, ou des logiques assez proches, dans toute une série d'autres secteurs d'activité que j'aimerais, si vous me permettez, passer en revue. Notamment, y compris, alors si on s'intéresse aux secteurs qui sont considérés comme au cœur de l'industrialisation, au cœur des dynamiques industrielles, on observe également la même chose. Au début du 19e siècle, hein, la croissance de la production du charbon commence à s'accentuer à partir du milieu du 18e siècle, notamment parce que le développement des machines à vapeur permet d'extraire de façon de plus en plus efficace l'eau et donc de creuser de plus en plus profondément et de mettre en exploitation des filons qui auparavant n'étaient pas exploitables. Or, l'arrivée des machines à vapeur dans le monde minier n'a pas remplacé les manèges de chevaux, mais il a au contraire multiplié leur nombre. Et les deux moteurs avaient des fonctions complémentaires. La machine à vapeur était généralement utilisée pour pomper l'eau, pour l'extraction de l'eau, et le manège de chevaux était généralement utilisé pour extraire la matière première, pour relever les chargements de charbon à la surface. Donc là, vous avez deux représentations assez classiques de ces manèges de chevaux. Alors, une autre raison de l'invisibilité de ces techniques, c'est il existait un langage extrêmement varié pour désigner cette lignée technique et ce type d'utilisation du travail des animaux. D'une certaine manière, chaque région, chaque secteur d'activité avait son propre langage pour désigner ces équipements. Par exemple, les manèges. Donc là, vous voyez un manège typique de l'industrie charbonnière du début du 19e siècle. Vous avez la grande roue, le tambour autour duquel s'enroulent les cordes, hein, puisque le cheval donc tourne autour. Vous voyez, là, il y a deux chevaux qui sont accrochés à l'axe en dessous du tambour, et en tournant, évidemment, ils font remonter les bennes ou l'espèce de seau qui est attaché au câble. Et ces manèges de chevaux n'ont jamais été aussi nombreux que dans les années 1830. Et dans chaque bassin minier, ils prennent des noms, des appellations différentes. Par exemple, dans le bassin de la Loire, où ils sont extrêmement nombreux, qui est le plus ancien bassin minier, celui où les puits étaient assez peu profonds, et donc cette technologie était particulièrement adaptée. Partout au-dessus des puits de mine, à Saint-Étienne, Rive de Gier, dans les années 1820-1830, au moment où ce bassin minier est le premier bassin minier français, partout vous avez des manèges de chevaux, des centaines de chevaux qui sont utilisés, avec parfois de très gros manèges, puisqu'il peut y avoir 4, 6, 8, voire dans des cas avec 10 chevaux attelés à d'énormes équipements à manège pour extraire les matériaux souterrains. Ces chevaux de manège sont devenus Et alors, ce qui est fascinant, c'est que ces chevaux de manège ont été très largement oubliés. C'est-à-dire ce travail minier des chevaux a été oublié. Alors on connaît évidemment la présence, l'importance du travail animal dans les mines, mais on insiste en général sur le travail souterrain. Or, précisément, c'est dans les années 1830, au moment où les manèges de chevaux commencent à être remplacés par des machines à vapeur pour l'extraction, plus seulement de l'eau, mais pour l'extraction aussi des matériaux, du charbon brut extrait du souterrain, que les chevaux vont passer de la surface de la mine au puits. C'est-à-dire qu'on va les descendre dans les galeries souterraines. Et ça s'opère entre les années 1830 et les années 1850. Donc les chevaux ne sont pas introduits dans la mine, ils ne sont pas comme de nouveaux travailleurs, ils ne sont pas évacués de la mine. C'est que leur rôle et leur activité comme travailleurs se déplacent de la surface au fond. Et ils disparaissent de la surface pour être descendus au fond. Et qu'est-ce qui remplace au fond? Ils remplacent en fait des travailleurs humains, puisque jusque dans les années 30-40, c'était l'extraction souterraine, le tirage des wagons était réalisé par des hommes, des femmes et massivement des enfants. Or, c'est précisément aussi au moment où le travail des enfants commence à susciter le scandale que ces chevaux de mine vont descendre pour remplacer
pour les travaux d'extraction, au moment aussi où les techniques permettent d'élargir les galeries souterraines, les chevaux vont descendre, voire des poneys. Et l'imaginaire de l'animal de la mine, ça sera essentiellement cette figure. Vous avez tous en tête sans doute des cartes postales ou des représentations de la fin du 19e siècle. Et donc les chevaux restent des travailleurs fondamentaux de la mine. Et très tardivement, les derniers chevaux de mine remontent après 1945 en Europe de l'Ouest. Donc on voit que le travail des chevaux n'est pas quelque chose de périphérique, mais il a été au cœur, au centre du processus d'extraction charbonnier, au cœur des logiques d'extractivisme. Et ce travail des chevaux, il est... bon, le temps passe extrêmement vite. Bon, je ne commande pas les statistiques trop en détail. C'est pas nécessaire. Le deuxième secteur qui me paraît très important et sur lequel je voulais insister, alors, un dernier point, c'est que lorsque les chevaux disparaissent des mines de charbon, ils descendent, mais aussi on les retrouve dans d'autres mines. Ça, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire qu'ils disparaissent des mines de charbon principales en Europe de l'Ouest. En revanche, ce sont des manèges de chevaux qui vont être employés, notamment dans les mines métalliques. Parce qu'évidemment, les mines de charbon peuvent facilement utiliser des machines à vapeur parce qu'il y a du charbon en quantité, ça coûte pas trop cher. Pour d'autres types de mines, par contre, les manèges vont continuer à être utilisés plus longtemps, notamment pour les mines peu profondes ou pour les mines autres que les mines de charbon à proprement parler. De même, lorsqu'on va commencer à développer l'extraction minière dans les colonies, on va massivement utiliser ces technologies de manège qui apparaissent comme plus adaptées aux situations coloniales. L'autre secteur clé sur lequel j'aimerais dire un mot brièvement, c'est l'industrie textile. Le deuxième secteur au cœur de l'industrialisation européenne, qui voit l'invention de l'usine, des nouvelles logiques de travail usinier, concentré, discipliné. Or, j'aimerais insister sur le fait que l'invention de l'usine est très largement liée à cette mobilisation du travail animal. Donc alors, en deux mots, pourquoi ? Cette technologie traditionnelle des manèges, qui était surtout utilisée jusqu'au XVIIIe siècle, c'est une technologie antique, le manège. On appelait ça, dans les sociétés à l'époque moderne, des moulins à sang, des moulins à chevaux. Le terme manège se développe surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle comme catégorie pour désigner tous ces outils, et pas plus seulement des moulins broyeurs. Et en fait, ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, c'est que cette technologie traditionnelle va être appliquée à toute une série de nouveaux secteurs. Et en premier lieu, l'industrie textile. C'est-à-dire que l'industrie textile qui se développe, se concentre, et où commencent à apparaître de nouvelles mécaniques pour mécaniser et automatiser le travail, notamment dans les filatures, avec les premières machines textiles pour le cardage et pour la filature des différentes substances textiles. C'est pour mécaniser et pour concentrer ce travail qu'on va inventer l'usine, en regroupant dans un espace concentré les travailleurs ruraux à domicile qui existaient au XVIIIe siècle. À partir de la fin du XVIIIe siècle, vous avez toute une série d'innovations qui permettent de mécaniser notamment les opérations de filature. Or, une fois qu'on commence à réunir différents métiers dans un atelier ou dans une proto-usine, vous avez besoin d'un moteur central pour les faire fonctionner, pour faire fonctionner ces métiers. En fait, souvent, le moteur, ça sera, par exemple, pour les petits ateliers, ça pourrait être le moteur humain, des ouvriers ou des enfants tournant une manivelle. L'un des groupes ouvriers, sans doute les moins connus du début du XIXe siècle, sont les tourneurs de manivelles, qui étaient des enfants employés pour tourner des manivelles, pour faire fonctionner les tambours des cardeuses. Les cardeuses sont ces machines qui permettent de séparer les différents brins de coton, de laine, pour les égaliser avant la filature à proprement parler. Et ces premières cardeuses mécaniques sont souvent tournées par des enfants via une manivelle. Mais lorsque la production commence à augmenter, on remplace le travailleur humain par un travailleur non humain sous forme de manège. Et le manège va devenir le premier moteur concentré des filatures textiles entre les années 1790 et les années 1830. Donc en fait, il y a trois moteurs. Il y a l'aérohydraulique. Donc évidemment, dans l'industrie textile, il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré l'importance de l'énergie hydraulique dans l'industrialisation textile, notamment en France, où on n'avait pas de charbon. La France est structurellement déficitaire de charbon. Elle doit importer près de 50% de sa consommation de charbon tout au long du 19e siècle. Donc les producteurs français passent leur temps à essayer de trouver des solutions pour ne pas
utiliser de machines à vapeur en réalité. D'où le fait de pousser au maximum les technologies hydrauliques pour en tirer le maximum. Le problème, c'est que l'hydraulique implique des contraintes de localisation extrêmement fortes et que les cours d'eau, de toute façon, sont saturés au début du 19e siècle. Donc pour la plupart des producteurs, alors l'autre technique, c'est la machine à vapeur, mais qui reste une exception dans l'industrie textile, au moins jusqu'en 1830. Et d'ailleurs, il faut rappeler que James Watt et Matthew Boulton, qui fabriquaient des machines à vapeur, en fait, commercialisaient aussi des manèges de chevaux en parallèle. Et il y a même dans la correspondance de Watt et Boulton, Boulton conseille à des industriels du textile, des filateurs des années 1790, plutôt d'utiliser un manège qu'une machine à vapeur, compte tenu en fait de leurs besoins spécifiques et du coût de la machine à vapeur. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1700-1790, pour actionner ces nouvelles techniques au cœur de ce qu'on appelle la révolution industrielle, fréquemment, en fait, on va mettre au manège des travailleurs animaux. On va en fait adapter ces anciens moulins à sang ou à chevaux pour faire fonctionner les mécaniques des filatures textiles. Et ça, on va le trouver dans de très nombreux endroits, notamment en France, où justement, plus qu'en Angleterre, où le charbon est abondant, bon marché et facilement disponible. En France, là où il n'y a pas d'hydraulique facilement disponible, en fait, on va essayer au maximum d'utiliser l'énergie des animaux pour faire fonctionner non pas un secteur d'activité secondaire ou marginal, mais le secteur d'activité qui est au cœur des nouvelles dynamiques d'industrialisation. Donc, on pourrait creuser évidemment cette dimension. Là, je vous ai mis un atelier de cardes. Vous voyez les cardes mécaniques, les premières cardes mécaniques installées vers 1800 dans différents ateliers textiles. Ce sont des espèces de gros tambours qui sont tournés mécaniquement. Donc, vous avez les arbres de transmission. Le moteur n'est pas représenté. Ce moteur peut être hydraulique, à manège, à vapeur. Il n'y a pas de moulin à vent pour faire fonctionner les usines textiles, trop irréguliers, etc. Donc, en fait, dans beaucoup de filatures textiles, notamment en France, ce sont les travailleurs animaux qui vont être mis à la roue et pour faire fonctionner ces cardeuses mécaniques. Là, vous avez un plan du cadastre de la ville d'Elbeuf sous la Restauration, dans les années 1820. Et ce cadastre est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit en fait sur l'image ? Vous voyez les roues qui sont à l'arrière du bâtiment, espèce de roues avec ce qui ressemble à des engrenages à l'arrière dans le bâtiment en forme d'arrondi. En fait, ça, c'est un manège de la filature. C'est le manège de la filature. Vous avez là le numéro 446, c'est une filature de laine. Et derrière, l'extension arrondie, c'est l'endroit où est installé le manège qui donne le mouvement au métier installé dans le bâtiment. Vous avez pourtant un cours d'eau à côté. D'ailleurs, on voit qu'il y a le moulin Saint-Jean là, en bas de l'image, installé le long du cours d'eau. C'était un moulin à farine qui a été installé. Le problème, c'est que à Elbeuf, en fait, le cours d'eau est avec un courant très limité, des ressources énergétiques très limitées, et les usages de la ressource hydraulique localement sont déjà saturés. Et donc, les industriels du textile, sachant qu'Elbeuf est l'une des capitales de l'industrie lainière et l'une des grandes places de production textile au début du XIXe siècle, les industriels du textile vont mécaniser et inventer l'usine et les filatures pour les filatures lainières en utilisant en fait ces travailleurs animaux mis au manège pour faire fonctionner les équipements. Et jusqu'à la fin des années 1820, en fait, pendant une trentaine d'années, entre 1800 et 1830, c'est le moteur principal et le moteur majoritaire des filatures de laine d'Elbeuf. On pourrait dire la même chose de l'île Roubaix-Tourcoing, qui connaît un processus d'industrialisation textile avec l'apparition des premières usines textiles entre 1800 et 1830 pour la fabrication de la laine et du coton. Or, différentes enquêtes ont montré, que j'ai fait avec notamment un collègue spécialiste de l'industrie textile lilloise, montrent que vers 1830, en fait, la plupart des filatures de Roubaix et de Tourcoing sont à manège. C'est-à-dire que le moteur qui fait fonctionner les mécaniques, c'est à manège. Parce que à l'époque, avant les années 1840, en gros, le coût d'importation du charbon, même de Belgique, reste prohibitif, et que les cours d'eau dans le nord sont pas assez puissants pour faire fonctionner des usines et des moteurs dans un contexte par ailleurs de saturation des usages. Donc là encore, il y a en fait pendant une génération, entre 1800 et 1830, la mise au travail des animaux pour répondre à ce nouveau projet industrialiste d'expansion de la production qui passe donc, qui repose très largement sur la mobilisation de ce travail des animaux. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que dans le premier tiers du 19e siècle, l'énergie animale
via cette technique qu'on appelle la technique du manège, n'est pas un archaïsme, n'est pas le résidu de pratiques routinières ou traditionnelles en plein cœur du capitalisme industriel moderne. C'est en fait une technologie moderne adaptée aux besoins de ses producteurs. Après 1830, dans la mine et dans l'industrie textile, les deux grands secteurs au cœur de l'industrialisation, la machine à vapeur va peu à peu s'imposer et ces deux secteurs vont être les premiers à rentrer dans l'âge des énergies fossiles et dans l'âge de la dépendance à cette nouvelle source d'énergie. Mais au moment même où les manèges disparaissent de ces secteurs d'activité jugés modernes, les manèges ne disparaissent pas, les chevaux ne disparaissent pas. On assiste au contraire à une sorte de processus de déplacement à chaque génération d'un secteur d'activité à un autre. Donc le travail des animaux et les animaux travailleurs ne sont pas juste remplacés, mais en fait leur mise au travail se déplace d'un secteur à l'autre. Par exemple, c'est au moment où les chevaux disparaissent, les chevaux prolétaires disparaissent de ces deux secteurs, qu'on va les voir se multiplier dans toute une série de secteurs d'activités artisanaux, notamment dans toute la petite industrie rurale, dans tous les secteurs qui transforment les matières agricoles et qui commencent à se mécaniser. Les manèges vont être installés pour remplacer, pour intensifier la production à la place des travailleurs humains. Donc il y a une logique en fait de mise en compétition et en concurrence du travail humain et du travail animal dans un contexte de mécanisation où il y a besoin d'une force extérieure. Donc là, vous avez toute la question des pressoirs et des techniques de broyage à manège qui sont utilisées aussi bien dans les ateliers de l'industrie chimique pour broyer les matières premières, dans les industries alimentaires qui ont besoin de broyer toute une série de choses. Et là, vous avez, comme je le disais, les huileries au XIXe siècle sont massivement à manège jusqu'à la fin du XIXe siècle. Là, en bas, par exemple, vous avez une innovation de la fin du XIXe siècle d'un ingénieur agronome qui s'appelle Fernand Main, qui met au point un appareil à manège combiné afin d'améliorer la construction du manège broyeur pour les producteurs de production alimentaire. Et cette technique commence à être commercialisée, notamment pour les producteurs les plus modestes, ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir des grands équipements complexes. Donc en fait, ce travail des animaux, c'est un travail des plus modestes. C'est un travail adapté aux classes populaires, là où les nouvelles innovations industrielles les plus puissantes, fondées sur les combustibles fossiles, sont d'abord en fait les moteurs des acteurs économiques les plus puissants et des capitalistes les plus installés. Donc c'est moins une question finalement de remplacement qu'une question de coexistence de systèmes techniques et de pratiques de travail à la même époque pour répondre à des besoins différents. Alors, le temps passe extrêmement vite, je suis vraiment désolé. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Là, vous avez la construction des chemins de fer au moyen de manèges, notamment pour extraire les matériaux. Là, vous avez toute une série d'innovations pour mettre au point des scies mécaniques à manège ou des machines à fabriquer des briques. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Donc, toutes ces petites industries artisanales qui restent peu concentrées et qui souvent utilisent des animaux de travail, notamment pour le transport des marchandises, vont adopter des systèmes techniques pour utiliser leurs animaux pour réaliser d'autres tâches. Donc, comme s'il y avait une sorte de diversification des tâches, des types d'activités employées par pour les animaux. Donc là, je trouve ça fascinant, les premières formes de mécanisation du travail des boulangeries. Donc là, vous avez une série de techniques des années 1860-70 pour mécaniser l'opération du pétrissage au moyen d'un manège à cheval. Là, vous avez le plan d'une des premières boulangeries industrielles installées à Paris dans les années 1830. En bas de l'image, vous voyez une roue. Et en fait, c'est une roue à chien. Alors, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les roues à chien pour faire fonctionner des petits équipements qui étaient également très présents, par exemple, dans les forges et dans la petite métallurgie pour faire fonctionner les soufflets des forges. D'ailleurs, le chien de cloutier qui faisait fonctionner le soufflet des petites forges fabriquant les clous est devenu proverbial au XIXe siècle. Bon, il y aurait aussi beaucoup à dire sur les colonies, où la question évidemment du travail animal est fondamentale, puisque la mécanisation des plantations sucrières va largement passer par la mise au point de moulins à bœuf et de moulins à chevaux. À la Martinique, dans les années 1840, vous avez beaucoup plus de moulins à bœuf comme moteur central des plantations sucrières que de roues hydrauliques et de machines à vapeur. Bon, donc vous voyez, donc ces secteurs d'activité sont en réalité assez divers. Et puis à la fin
dans le dernier tiers du 19e siècle, ces manèges animaux sont de plus en plus considérés comme des technologies vraiment archaïques, des technologies qui ne sont pas adaptées au nouveau monde industriel. En revanche, ces technologies deviennent désormais disponibles pour le monde agricole. Et on observe moins la disparition du travail des animaux attachés au manège que, là encore, leur déplacement vers d'autres types d'activités, et notamment l'agriculture. Or, le moteur animal va être le premier moteur pour la mécanisation et pour les premières formes de mécanisation de l'agriculture. Jusque dans les années 1850, le travail agricole est un travail uniquement manuel, sauf évidemment le labourage avec des charrues qui deviennent de plus en plus puissantes, complexes, tirées par des gros animaux. Mais par exemple, pour réaliser toutes les autres opérations de transformation des productions agricoles à la ferme, c'était le travail des bras qui fonctionnait. Or, avec l'apparition de toute une série de machines qui doivent mécaniser certaines tâches, dont la première c'est le battage des céréales. Une fois la récolte réalisée, il fallait battre les céréales, ce qui était réalisé par, vous savez, des équipes d'ouvriers qui battaient dans les campagnes au fléau. Or, le projet de supprimer ces batteurs au fléau qui coûtent cher, qui sont accusés de voler et d'être immoraux, est un des grands projets industriels du 19e siècle. Et le premier type de machine agricole employée, ce sont des machines à battre. Or, les machines à battre, vous en avez peut-être tous vu des fois dans les comices agricoles, on nous sort des vieilles batteuses. Souvent, ce sont des batteuses à vapeur. Or, en fait, les batteuses à vapeur se développent surtout dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la très grande majorité des moteurs non humains utilisés dans les fermes, ce sont des animaux, et c'est normal. Les machines à vapeur sont particulièrement complexes à installer à la campagne. Elles rendent évidemment dépendants de systèmes techniques extrêmement complexes et difficiles à manier. Donc les paysans et les agriculteurs, y compris les plus gros, en fait, surtout les plus gros, qui vont commencer à adopter des moteurs, vont utiliser en fait les animaux qu'ils vont mettre au manège pour faire tourner les batteuses. Et d'ailleurs, les agronomes de la fin du 19e siècle sont tout à fait d'accord avec ça. Là, je cite André Sanson, un des grands ingénieurs zootechniciens de la fin du 19e siècle, qui disait « La machine à vapeur est fort en arrière de la machine animale comme appareil à dégager de l'énergie ». Contre les ingénieurs des mines qui disaient, à l'époque, dans les années 80, que les paysans devaient sortir de leur routine et adopter massivement les machines à vapeur et les locomobiles à vapeur. Et les ingénieurs agronomes lui répondaient, mais non, les besoins des paysans sont en fait, à part quelques fermes modèles particulières extrêmement concentrées, où la plupart des paysans ont d'abord besoin en fait de ce type de système technique assez simple qui permet d'utiliser en fait un animal, et ça permet en plus d'utiliser l'animal toute l'année. Là où les activités agricoles font que certains moments de l'année, il n'y a pas de tâches. Et ben, le manège permet d'utiliser le travail. Donc on voit qu'il y a encore là aussi une intensification du travail des animaux. Donc voilà quelques-uns de ces manèges de battage. Alors il y a tout un, c'est assez fascinant. J'ai calculé plus de 300 brevets d'invention pour des batteuses à manège dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc vous avez toute une série de systèmes, de modèles. Des fabricants de machines agricoles vont voir le jour à partir des années 60 pour commercialiser aussi toute une série de techniques. Donc là vous avez différents modèles. Donc la batteuse d'Amet avec manège en dessous le système de battage. Vous avez cette autre batteuse qui est la batteuse Spinet, je crois, qui donc repose là encore sur un autre mécanisme. Là, vous voyez la machine à battre proprement dit, elle est à l'écart du moteur à manège, alors que là, le moteur est directement placé sous la batteuse. Et là, vous avez la fameuse trépigneuse. Alors ça, c'est la trépigneuse donc c'est à droite, qui est une carte postale d'une trépigneuse dans le Morvan au début du XXe siècle. La trépigneuse va connaître une grande vogue à partir du Second Empire. C'est-à-dire en fait c'est un tapis roulant sur lequel on place le cheval pour faire fonctionner le moteur de la machine. Et ça, bon, il y a énormément de débats sur ces techniques. Elles sont en fait très majoritaires par rapport aux batteuses à vapeur avant 1914. Et c'est seulement, notamment, l'arrivée de formes d'utilisation collective des machines à vapeur qui va permettre leur diffusion dans les campagnes sous la forme de coopératives de battage ou bien des entrepreneurs de battage qui vont acquérir la machine à vapeur et qui vont tourner dans les campagnes pour la faire fonctionner à tour de rôle dans les fermes. Et donc, mais en réalité, il y a aussi des coopératives de battage à manège dans la deuxième moitié du 19e siècle. Bon, et je vous promets que je termine très rapidement les quelques mots que je voulais dire. Donc, on voit, ce que j'essaye de montrer, c'est que le monde du travail au 19e siècle doit aussi être attentif à cette pluralité des acteurs, doit être attentif à repeupler, je crois, le monde du travail de ces activités, d'autant plus que ce travail animal suscite énormément de débats et entretient de nombreux liens avec le travail humain. D'une part, parce que le débat est vif
d'une part parce que ces animaux de travail doivent être maniés, doivent être accompagnés. Hein. Et par exemple, dans les usines textiles, ce sont des enfants qui sont utilisés pour faire tourner le cheval au manège. D'ailleurs, dans la plupart des secteurs d'activité, on trouve que ce sont des enfants. Et le travail au manège est considéré comme une étape dans le processus d'apprentissage du travail. C'est-à-dire, quand on est jeune, on est apprenti, on fait tourner le cheval au manège pour apprendre, pour comprendre le fonctionnement. Hein, faire tourner le cheval au manège, ça veut dire essayer de faire en sorte qu'il circule de la façon la plus régulière possible. Parce que le gros enjeu du manège, c'est que la grosse critique qu'on lui fait, c'est qu'il produit un travail irrégulier, ce qui risque de perturber le processus de production, là où la machine à vapeur permet un travail plus continu et régulier. Et donc, c'était très important que le cheval tourne de façon régulière. C'était aussi très important pour cela de le remplacer toutes les 2 heures. Donc, en fait, quand on a un manège avec 4 chevaux, c'est-à-dire qu'il faut 8 chevaux. Donc, il va y avoir des débats assez vifs sur la question des points communs, des différences entre le travail des humains et le travail des animaux. Donc là, par exemple, sur la maladie des animaux de travail. Là, vous avez toute une série d'enquêtes médicales sur les maladies qui frappent les chevaux utilisés dans les ateliers, dans les usines chimiques fabriquant la céruse, donc qui nécessitait de broyer du plomb, et ça commence à susciter le scandale. Et il y a des médecins et des vétérinaires qui utilisent en fait les maladies des chevaux pour mettre en garde contre les maladies sur les humains. C'est-à-dire que les chevaux les maladies qui frapperaient les chevaux apparaîtraient comme une forme d'alerte qui révèle la nocivité du produit pour les travailleurs humains qui les accompagnent. Il y a aussi un débat très vif qui traverse aussi le monde du travail sur la condition de ces animaux de travail. Un médecin à Lille, en 1826, constate que le cheval connaît une condition nettement meilleure que le travailleur humain. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le cheval est un capital qui nécessite un investissement, là où le travailleur humain peut être envoyé et remplacé facilement. Et donc ça aussi, ça suscite tout un débat, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans le mouvement ouvrier naissant, qui va évoquer le fait que les industriels, les capitalistes, traitent mieux leurs animaux de travail qu'eux-mêmes, ce qui est une manière de dénoncer la question sociale et l'exploitation croissante des travailleurs. Tout cela pour, et je terminerai sur ce point, c'est promis, tout ça pour conclure sur le fait qu'au XIXe siècle, les animaux ne sont sans doute pas des travailleurs comme les autres, mais ils entretiennent quand même de nombreux points communs. Dans la représentation, comme dans les tâches qu'ils réalisent, les animaux ont été au même titre que les enfants, les femmes et les ouvriers mis au travail pour répondre à ce projet d'accroissement de la production et d'expansion de la sphère de l'industrie. Et ça, finalement, les manèges vont finalement disparaître, mais beaucoup plus tardivement qu'on le dit, et très progressivement. Et ces manèges vont disparaître pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils vont être considérés, évidemment, comme un moteur archaïque pour les pauvres, à un moment où c'est l'innovation, la modernité qui s'installe dans les consciences, dans les imaginaires. Deuxièmement, le manège va disparaître aussi parce qu'il va être dénoncé comme un moteur particulièrement anti-écologique, là où le charbon est un outil de la transition écologique de l'époque. Oui, bien sûr, puisque le charbon, et c'est très explicite chez les ingénieurs des années 1830, qui disent que, ils ne parlent pas d'écologie, c'est une petite provocation, mais un ingénieur comme Andrew Ure, par exemple, compare très longuement le moteur vivant, l'animal mis au manège, et le moteur mort, la machine à vapeur fondée sur le combustible fossile. Et il dit, dans un contexte de déforestation massive et de surexploitation, de manque de sol pour produire l'alimentation pour les humains, il est irresponsable de consacrer des terres agricoles pour nourrir des chevaux. Et donc, adopter le moteur à manège, c'est économiser le sol, économiser la terre, économiser la biomasse forestière, et donc, c'est une transition écologique. Il faut jamais oublier que le moteur à vapeur, c'est-à-dire l'entrée dans l'âge des combustibles fossiles, a été pensé comme un instrument écologique pour atténuer la pression sur le milieu. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il faut que j'arrête. Merci.